pam, pam. J'attends de voir que c'est lancé. Ah, ça va, on n'a que 34 minutes pour le deuxième enregistrement. Et voilà, c'est reparti pour le dernier de cette première séance. Je vais vous partager mon écran 1 dans un premier temps. Vous me dites quand vous le voyez? Yep, on voit. Impeccable. Alors voici ce qui est important. Si jamais certains d'entre vous arrivent à se procurer d'une manière ou d'une autre TIA Portal sur leur ordinateur en dehors de la machine virtuelle que je leur propose, ou quand vous aurez la machine virtuelle, ce que vous allez voir qui est important, c'est ces trois choses-ci. On reconnaît tout de suite les couleurs pimpantes de Siemens, hein, gris, bleu, blanc. Et TIA Portal, la version avec laquelle on va travailler est TIA Portal V16. C'est celle qui est également utilisée sur les ordinateurs du laboratoire. Et donc, c'est celle qui est mise à disposition sur votre machine virtuelle. TIA Portal V16 est donc l'outil dans lequel on va programmer l'automate et l'écran de votre projet. Et pour le simuler, en plus, il faut un autre outil, un outil séparé, contrairement à dans Code 6 où tout était ensemble, encore une fois. PLC Sim, donc pour simulation d'automate, est un outil supplémentaire qui va faire comme s'il y avait un automate qui tournait, mais dans votre ordinateur, ce qui permet de simuler votre code sans être sur la vraie maquette ou sur l'installation du client, ce qui est excessivement pratique pour tester, débugger un petit peu votre code. Un autre élément qui est très important, c'est le Automation License Manager. Pour voir que tout est bien ici dedans, il faut venir voir qu'il y a une licence qui est en train de courir. Et donc ici, hop, on voit bien qu'il y a une licence, tac, 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 tac. Ah tiens, j'espère que ça fonctionne. Oui, c'est ça ici, on a Step 7 Professional Combo, juste au moment où je vous le dis. Il y a celle-ci qui a 365 jours, qui normalement du coup devrait tourner, et WinCC Advanced, pour lequel il me reste 8 jours pour les HMI. Donc pour celle-ci, on est relativement juste, mais normalement elle est comprise dans celle-ci, alors que Step 7 Professional n'a pas le combo, donc n'a pas le HMI. Donc, c'est parti. Je vais ouvrir TIA Portal et découvrir un petit peu la plateforme avec vous, en espérant que, sur base de ce que je viens de voir, on est pile poil sur la transition d'une licence à une autre. Il y avait une licence essai et on passe sur la licence 365. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Un peu lent, voilà. Alors ici, je vais vous faire passer sur l'autre écran. D'une part, il est plus grand, ce qui est plus confortable pour moi et pour vous. Et d'autre part, ça me permet de vous garder sur l'écran de base. Alors, partage de l'écran numéro 2. Voilà. J'imagine que vous le voyez. Oui, on Ok, voit. super. Alors, pour ceux qui le connaissent, bah voilà, vous êtes en terrain connu. Super. Et pour ceux qui le découvrent, bienvenue dans TIA Portal, donc Totally Integrated Automation. TIA Portal a cette première vue qui est relativement, je ne vais pas dire inutile, mais très marketing. TIA Portal a deux vues. Une vue qu'ils appellent portail, dans laquelle on démarre d'office, dans laquelle on voit les différents projets qui ont été entamés. Ici, vous voyez que c'est un ordinateur que j'utilise très peu. C'est l'ordinateur de l'école et il n'y a qu'un projet que j'ai utilisé, c'est celui que avec lequel j'ai joué hier, pour voir un petit peu que tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui fonctionnait bien. C'est lent, mais ça fonctionne. On peut créer ici un projet, migrer un projet d'une version TIA Portal à une autre, et on peut passer, donc ça c'est la vue portail, et on peut passer à la vue projet, par ici tout simplement, et c'est là généralement que tout va se passer, que vous allez retrouver une interface dans laquelle on retrouve globalement tout ce qui se passait dans Code 6 et tout ce qui se passe généralement dans un logiciel de programmation d'automate. On va avoir ici tous les outils et tous les blocs programmes dont on va avoir besoin, ici tous les éléments de programmation, sauf que pour l'instant, comme je ne suis dans aucun projet, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant pour l'instant. Je vous propose de retourner à la vue projet, c'est quand même d'ici que c'est plus facile d'en créer un. On va créer un nouveau projet. Je vais appeler projet test séance 1 pour le cours A212. Voilà. Commentaire, blabla. Et on crée le projet. Ça va lui prendre un petit peu de temps. Logiciel TIA Portal est ce qu'on pourrait appeler un logiciel bazooka. Il prend pas mal de ressources. Il en prend plus que Code 6. Tac, 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 tac.
Yes. Alors là, maintenant qu'on a créé le projet test séance 1 A212, il nous propose toute une série de choses. Il nous propose de configurer des appareils. Ça veut dire que d'emblée ici, puisqu'on va réellement aller sur des appareils, nous, on ne va pas faire un programme qui va rester entre guillemets dans le vide comme en logique programmée. On va dire dans quel automate on va le charger. Ça va être crucial puisque je vous l'ai dit, TIA Portal peut permettre de programmer des S7500 ou des S7200, mais suivant l'automate, tous les langages de programmation ne seront pas disponibles. Et du coup, il est primordial de dès le début lui dire avec quoi on va travailler. On a aussi l'option écrire un programme, mais très vite il va nous demander quel PLC va être utilisé. Alors il y a l'option CPU non spécifiée, mais je vous la déconseille de manière générale parce que vous pourriez avoir certains problèmes. Il vaut mieux la définir dès le début. Des objets technologiques, c'est pas quelque chose que nous on va utiliser ici. En gros, tout ce qui est régulation, TIA Portal permet de programmer. Par exemple, vous avez de la régulation avec Madame Naili. TIA Portal permet de programmer des régulateurs PID. Eh bien, un régulateur PID ou un compteur ou non pas un compteur, un incrémenteur, un codeur incrémental, voilà, ou un contrôle de moteur. Tout ça, ce sont des algorithmes un peu plus lourds qu'il appelle des objets technologiques prévus dans l'allocation de mémoire à mettre dans l'automate pour TIA Portal. Il prévoit aussi de configurer une vue IHM. Donc ici, comme TIA Portal est en français, il ne va pas dire PLC, mais il va dire API. Il ne va pas dire HMI, mais il va dire IHM. C'est la même chose. On peut tout faire d'ici, mais moi, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien travailler directement dans la vue projet. Elle est plus représentative de ce qui se trouve dans la majorité des plateformes de programmation d'automates. Alors pour l'instant, ici, c'est vide. On a des jolis petits trous dentés, mais on n'a encore rien dedans. Et du coup, dans les appareils, on n'a rien. Si je viens ici essayer de défiler, je n'ai encore rien. Donc la première chose à faire, si je veux créer un programme là-dedans, c'est de lui dire avec quel automate je vais travailler. Il y a plusieurs manières d'y arriver. On peut y arriver ici depuis la vue portail en lui disant configurer un appareil. Moi, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien ici ajouter un appareil. Voilà. Alors, dans les appareils que vous pouvez ajouter, que vous pouvez programmer via TIA Portal, vous avez donc les contrôleurs, ce sont les automates, et vous retrouvez ici, comme je vous l'ai dit, les 7200, 1500. Vous pouvez aussi programmer certains 300 et 400 avec TIA Portal, mais pas tous. Et encore d'autres appareils comme des drive controllers, donc ce sont les contrôleurs de moteur, les variateurs de fréquence. Vous pouvez aussi y retrouver les HMI, les écrans. Et vous pouvez aussi travailler avec les PC, les stations PC. Donc généralement, le stade bien au-dessus du HMI, du petit écran avec lequel vous allez jouer, c'est ce qu'on appelle l'écran SCADA. C'est l'écran qui reprend toutes les données de, par exemple, toute une usine ou toute une installation ou tout un bâtiment. C'est généralement dans des grandes tours de contrôle avec des écrans qui font la taille de murs et on voit toutes les données sur un seul grand écran et c'est utilisé quand il y a généralement des shifts et qu'il faut tout surveiller en permanence comme dans les centrales nucléaires, les grandes usines de production ou même certains bâtiments un petit peu sensibles dont il faut tout contrôler. Redescendons un peu sur Terre, nous, les systèmes PC, on ne va pas en avoir à programmer. On n'a pas malheureusement de cours ici en bachelier de système SCADA. Ce serait très intéressant. Voilà, il faut dédier du temps à ça et pour l'instant, vous avez déjà un panel qui vous permet de l'aborder plus tard dans votre métier si ça vous intéresse, mais on n'a pas l'occasion de le pratiquer ensemble. Ce qu'il nous faut d'office, c'est un automate. Et je vous ai dit, nous, chez nous, on a des 7200. Ce qui est très pratique, c'est que comme on est dans un logiciel Siemens pour des automates Siemens, eh bien, il connaît toute la bibliothèque des appareils qu'on pourrait avoir. Et donc ici, on va devoir spécifier la CPU qu'on va utiliser, c'est-à-dire l'unité de calcul. Alors, ce n'est pas dramatique si je me trompe, mais de mémoire, au laboratoire, je pense que ce sont des CPU 1214C, DCDC, et c'est la AG40 0XB0. Vous allez devoir vérifier ça. Si ça se trouve, je me suis en train de me tromper. Le nom de la CPU, c'est visible donc dans le PowerPoint, l'endroit où vous pouvez le trouver, ou sinon, je répète que c'est ici en bas à droite ou à gauche, ça dépend d'où vous le prenez, sur l'automate. Il y a écrit CPU et le numéro qu'on est en train d'utiliser. Vous avez différentes versions de firmware, donc de mise à jour. Je vous conseille d'utiliser d'office la 4.4. Si jamais à un moment vous avez chargé en 4.4 un programme sur un automate et ensuite vous essayez de recharger en 4.2, vous risquez d'avoir un problème de compatibilité entre les firmwares. Donc essayez toujours de prendre la version la plus haute qui est là, parce qu'elle va écraser d'office la précédente, tandis que si vous essayez de réécraser avec une ancienne, là ça risque de foirer. Voici donc notre automate. Voilà, il nous décrit tout ce qui fonctionne ici et il nous donne les descriptions de toutes les CPU qu'on pourrait avoir. Et ce que je vous disais aussi, c'est que si jamais vous ne savez pas, vous pouvez lui dire c'est une 1200, mais je ne sais pas laquelle. Et alors là, c'est XXX et il ne sait pas laquelle. Donc vous pouvez commencer un programme sans savoir quelle 1200 vous avez, mais
Ici, a priori, on saura avec quoi on va travailler. Donc, boum, je choisis cet automate-ci. Il faut le temps qu'il le charge, qu'il se rende compte des possibilités, ce que l'automate pourra compiler ou non, quelles sont ses entrées-sorties, sa cadence de calcul, etc. Il est en train de tout charger. Et voilà, il a fini. Donc maintenant, il y a un nouvel appareil qui n'était pas là avant. Je peux le résumer, c'est PLC1, CPU 1214C, DC, DC, DC. Vous pouvez lui donner un nom, hein. Je vais le laisser PLC1 ici, je n'ai pas un grand intérêt à lui donner un nom puisqu'il est tout seul dans son réseau. Vous voyez que quand vous l'ouvrez, vous avez accès à toute une panoplie de choses. Vous avez accès à sa configuration. C'est ici que nous sommes pour l'instant. Et donc lui, il sait maintenant qu'il a un automate S7200. Vous voyez aussi qu'il est prêt à accueillir certains racks supplémentaires. Donc si on lui ajoute des entrées-sorties supplémentaires, il sait ici déjà combien on peut en rajouter. Vous avez ici toutes les propriétés de l'automate, hein, les propriétés générales, les propriétés de variables entrée-sortie. Donc il nous dit déjà ici, regardez, c'est fabuleux, il nous dit déjà ici quelles adresses physiques sont disponibles pour cet automate. Donc on sait déjà qu'il y a un rack 0 qui a 8 entrées, de 0 à 7, I0.0 jusqu'à I0.7. Il y a un rack 1 qui a une entrée, donc 1.0 jusqu'à I.5, donc 6 entrées. Ce sont toutes des entrées booléennes, donc tout des tout ou rien. Et il a ici, encore une fois, 8 sorties tout ou rien, booléennes, 0.0 à 0.7, donc ce sont les adresses physiques, hein, et 2 sorties digitales supplémentaires, 1.0 et 1.1. Vous voyez aussi que c'est quelque chose, une piste sur laquelle j'ai essayé d'emmener certains d'entre vous en évaluation orale. Il a 2 entrées analogiques, int, et ça, il les code sur des words. Okay, entrée Word, et il commence ici, ça c'est propre à Siemens, il commence sur l'entrée numéro 64 et sa deuxième est sur l'entrée numéro 66. Donc si vous arrivez au projet bonus avec la détection de couleurs, vous allez devoir utiliser l'un des deux pour recevoir cette information de couleur sous forme analogique et pas simplement booléenne, tout ou rien. Voilà donc pour les entrées-sorties, variables I/O. Les constantes du système, voilà, il en a toute une série, ça ne va pas fort vous intéresser. Les textes ici, pour l'instant, il n'y a rien de bien foufou. En général, dans l'onglet général, pardon, il y a énormément de choses très intéressantes. Il y a par exemple les cycles de travail. Donc ici, il va surveiller, il va cadencer toutes les 150 millisecondes. Il va surveiller son cycle, c'est ce qu'on appelle le fameux watchdog. Okay, il vérifie toutes les 150 millisecondes si tout se passe bien. Si on est bloqué, si on est trop long, il va dire qu'il y a eu un problème. On a ici vraiment toute une panoplie d'informations très intéressantes. L'une d'entre elles aussi est les clock mémoire, les memento, je vais ouvrir un petit peu pour que vous le voyez, memento système et memento de cadence. Je ne vais pas tout de suite le montrer maintenant parce que ça risque de venir de nulle part. Mais je vais essayer de me souvenir d'y arriver. Si vous remarquez que j'ai oublié de revenir au memento de cadence, essayez de me le rappeler, mais quand je parlerai des variables de l'automate, je devrais essayer de me souvenir de revenir là. Donc voilà, l'automate. Je peux ici un petit peu zoomer d'ailleurs, hein, donc on voit l'automate, on voit son port Ethernet, on peut avoir une vue réseau, si jamais il y a plusieurs appareils. Donc quand je vais prendre le HMI, ça va avoir un sens de voir la vue réseau pour voir comment elles sont connectées ensemble. Je peux avoir une vue topologique. C'est plus ou moins la même que la vue réseau, mais on voit qui est le maître, qui sont les esclaves. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a encore, oui, dans le catalogue, les différentes CPU. On peut de nouveau le changer si jamais on s'était trompé de CPU. Si on veut rajouter une carte DI avec son nom, voilà, je peux la mettre et la rajouter ici. Mais tout ça, vous n'en avez pas besoin. Nous, on va simplement tourner avec un S7200 tout seul. Comment c'est simple. On peut se mettre en ligne et diagnostic, mais pour l'instant, ça n'a pas beaucoup de sens puisqu'on n'a encore rien programmé, il n'y a rien à tester, il n'y a pas d'automate réel, si ce n'est celui qu'on va simuler avec PLC Sim. Et on a ici, ce qui nous intéresse, les blocs de programme. C'est là qu'on va écrire le code de l'automate. Et pour l'instant, de même que dans Code 6, il y avait le PLC PRG, qui était le programme, donc PLC, le main, le code principal exécuté, qui appelle éventuellement tous les autres, mais sans PLC PRG, ça ne tourne pas. Et bien ici, c'est un peu pareil, il y a le OB1. Oups. Si je double-clique dessus, vous voyez que d'emblée, il me propose un code en ladder. Ça va, j'ai ici donc une ligne, un réseau 1,
Ceci est ma première ligne de code ladder pour la... J'ai vraiment choisi un texte bien long hein, pour la séance 1 de A212. Voilà, donc ici, a priori, quand je vous dis coder de manière structurée, bah, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre. Vous avez le nom du réseau, vous avez le commentaire. Ouais, donc ici, ce serait peut-être pas très pertinent de mettre ça en nom, mais plutôt un commentaire. Couper, coller. Oh, pas envie, ouais, voilà. Réseau 1, badass line. Voilà. Donc ça ici, c'est notre premier réseau qui va être utilisé. Le petit commentaire de à quoi ça sert, parce qu'ici, je vais faire quelque chose de très très simple et très bête, mais dans vos codes, j'ose espérer que ce sera intelligent et bien fait. Il est parti d'office sur du ladder. Est-ce qu'il y a moyen de partir sur autre chose? Oui. Alors, si je me souviens bien, clic droit, changer de langage de programmation. Et vous voyez que pour le S7200, il ne me propose que le contact ou le log. Comme il est en français, il me met le contact, c'est le ladder, ou le log, c'est le FBD. Le list ici étant grisé, je pense qu'il faut éventuellement l'activer, mais encore une fois, si vous activez ça, je ne veux pas entendre parler de vous. Et vous avez ici les références croisées. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup de sens, mais si jamais à un moment vous vous demandez si vous avez des références croisées, ça fait tilt dans votre tête, vous dites oui, il avait dit que c'était grave, mais je ne sais plus pourquoi. Venez ici et vérifiez si votre code a des références croisées. En gros, il va vous expliquer ici, si vous cliquez là, si à plusieurs endroits de votre code, vous écrivez quelque chose sur la même variable ou non. Et si vous le faites, ça peut être problématique parce qu'une ligne de code peut très bien dire il faut activer et une autre dire il faut désactiver. Et si les deux disent la même chose en même temps, vous risquez d'avoir une sortie relativement imprévisible de votre code. Il faut éviter les références croisées. Si jamais vous tombez sur ce problème à un moment, j'en discuterai avec plaisir avec vous. Il y a plusieurs manières de tuer ce problème, de débugger ça. Mais on y viendra en temps voulu. C'est un petit peu rapide de parler de ça maintenant. Ça, c'est donc le programme. Et c'est un OB. Il y a des détails dans les vidéos de Egamerl que je vous ai proposées, également dans la formation TIA Portal, et je vous ai dit, attention, un bloc de programme chez Siemens peut être un OB, un FC ou un FB, avec sa base de données DB si c'est un FB. Je vais m'expliquer. Imaginons que je veuille ajouter un bloc de programme. C'est ici qu'il me propose. Soit vous ajoutez un OB, un FB, un FC ou un DB tout seul, c'est relativement rare. Si vous ajoutez un OB, les OB sont des blocs organisationnels de Siemens. En gros, quand vous mettez un OB, le O pour organisation veut vraiment dire qu'il a une autorité hiérarchique par rapport aux autres. Il va interrompre tous les autres dans des conditions spécifiques. Et comment dire ça? Votre TIA Portal, en fait, Siemens, voilà, a prévu des numéros spécifiques pour chaque fonction. Le OB1, c'est le programme de l'automate de base qui tourne, c'est le PLC-PRG. Sans lui, il n'y a rien qui marche. Mais vous avez d'autres OB. Vous avez les OB de startup et vous voyez qu'ici, il y a un numéro qui est prédéfini, c'est le 100. Alors qu'ici, il était à 1, 2, 3 pour programme cycle. Vous avez des cyclic interrupts. Vous voyez ici que c'est un numéro typique que Siemens propose à 30. Les OB30 sont des blocs dans lesquels on va interrompre cycliquement tout le reste. Pour l'instant, vous vous dites peut-être, mais à quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Je dirais que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas trop à vous soucier des OB. À part le OB1, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'OB que vous devriez utiliser. Le cyclic interrupt, on va le voir si on a encore régulation ensemble l'année prochaine. Quand je travaille la régulation avec vous, je le fais avec la cuve qui est au même laboratoire, au LR aussi d'ailleurs. Et quand on fait de la régulation, on est obligé de programmer la régulation dans des cyclic interrupts parce qu'on est obligé d'interrompre le reste du programme pour s'assurer que la régulation ait lieu en priorité. Parce que si elle n'a pas lieu en priorité et qu'il y a un lag ou un bug quelque part qui ralentit votre temps de cycle, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une régulation qui attend que le reste du programme est fini. Parce que la régulation, vous le savez, ça a lieu dans le temps avec des intégrales, des dérivés, des proportionnels. Si jamais le signal de cadence n'est pas le même, on va avoir des performances complètement chaotiques. Et donc tout ce qui est régulation doit être mis dans des cyclic interrupts. A priori, je m'attends à ce que ça rentre dans une tête et sorte dans l'autre pour l'instant parce que vous n'allez pas l'utiliser. Mais si on se retrouve en régulation l'année prochaine, je vous en reparlerai. Peut-être que quelque chose qui va vous intéresser, ce sont les OB Hardware Interrupt. Ce sont les OB40 et les Hardware Interrupt, ils sont relativement pratiques pour mettre en place les modes d'urgence. Donc encore une fois, c'est un bloc OB, ça veut dire qu'il prend une priorité hiérarchique par rapport aux autres dans certaines conditions, et cette condition, c'est une condition hardware. Ça veut dire que si une des entrées physiques de l'automate est détectée, il va choisir d'interrompre tout le reste du cycle. Donc en gros, l'OB40 est génial
pour programmer un mode d'arrêt d'urgence. Vous lui mettez un OB40, vous lui dites dedans il y a mon mode d'urgence et ça joue le rôle de ce fameux mode d'urgence qu'il y avait dans votre graph set principal qu'on a fait en logique programmée. Soit vous le faites via des codes, comme on l'a fait en logique programmée, vous n'avez pas besoin d'OB40 et vous le savez le faire de cette manière dans toutes les plateformes, parce que l'OB40 n'existe que chez Siemens. Soit vous dites je suis chez Siemens et je profite des outils qu'ils mettent à ma disposition et j'ai envie de jouer avec le OB40 et de voir ce que ça fait. Je ne vais pas plus loin dans le détail, il y a plein d'OB ici qui font plein de fonctions différentes, je ne les connais même pas toutes par cœur personnellement, les principales que j'utilise sont les hardware et les cycliques généralement. Voilà pour les OB, je pense que vous pourriez tenter de jouer avec le hardware, mais vous pourriez même n'utiliser que le OB1, que ça fonctionnerait très bien aussi. Je vais commencer par les FC, même s'ils sont après. Les FC sont en gros des fonctions et les FB sont des blocs fonctionnels, ça dit ce que ça dit. Ce sont des notions que j'ai déjà introduites et qui sont en fait générales, qui ne sont pas propres à Siemens, mais Siemens a une façon propre de les appliquer. Mais ce sont des fonctions, des idées générales qui ont déjà été introduites en logique programmée. Les fonctions, ça va être un code qui va avoir un certain nombre d'entrées et qui va déterminer une sortie à un moment donné. Il n'y a aucune mémoire dans une fonction FC. Ça veut dire que si par exemple vous espérez, l'exemple le plus parlant qu'on prend généralement, c'est le remplissage d'une cuve ou le remplissage d'un tampon, un compteur qui monte par exemple. Si vous faites une incrémentation dans un FC, eh bien, si vous faites ça dans un FC, a priori, à moins que vous n'ayez mémorisé ça dans le FB, vous allez à chaque fois ressortir 1 de là, parce que vous allez faire plus 1 à une variable qui va retomber à 0 quand l'automate aura fini son cycle. Et donc vous allez faire 0 plus 1, cycle suivant, 0 plus 1, cycle suivant, et donc vous allez rester à 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vous n'allez jamais incrémenter. Si vous voulez faire un incrémenteur propre, a priori, vous aurez plutôt intérêt à le faire dans un bloc fonctionnel FB, qui lui se souvient de ce qu'il a fait et le stocke dans un bloc de données DB. Et donc il sait, le bloc FB, si vous voulez faire un incrémenteur, il sait que vous avez fait 0 plus 1, boum, je stocke le 1 ici. Au tour suivant, il sait que c'était 1, il rajoute 1, ça fait 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5, et puis 6, etc. Donc en gros, ça c'est pour la différence vraiment très vite fait expliquée, très vite fait présentée. Si vous voulez plus de détails, il y a un lien dans les liens que je vous ai mis d'Egamer que j'appelle spécifiquement FC et FB, où Egamer l'explique en détail cette différence et vous la montre, ce qui est encore mieux que ce que je viens de faire. Mais donc voilà un petit peu pour les blocs auxquels on a accès. Moi, je vais rester ici pour l'exemple d'aujourd'hui avec ma badass line dans OB1, le programme principal. Mais bien sûr, vous allez devoir faire beaucoup plus que ça. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. Je peux être tenté de directement rédiger un petit code. Je prends mon contact. Alors, évidemment, il lui faut un nom de variable. Il me dit tout de suite que c'est faux parce qu'il n'y a pas de nom de variable. OK, je peux choisir de le faire ici. Je trouve que c'est un peu à l'arrache. Ce n'est pas ce que je préfère faire, mais voilà. Disons que j'ai une variable bouton. C'est vraiment comme dans Code 6, il n'y a rien de nouveau. Sauf que bouton, il ne le connaît pas. Je peux définir mes variables au fur et à mesure que j'avance dans TIA-Portal, c'est quelque chose qui marche. On pouvait aussi le faire dans Code 6 d'ailleurs, clic droit, définir la variable, et alors là je dois lui dire ce que c'est. Ce n'est pas une variable temporaire et locale, j'ai envie que ce soit une entrée globale parce qu'elle est dans le OB1, c'est une entrée que tout le code connaît, et on va l'affilier à I00, c'est-à-dire la première entrée de l'automate disponible, c'est un booléen, et il sera dans la table des variables, je la définis, et boum. Là, il est content, il n'y a plus rien qui est faux. J'ai une adresse physique ici en bleu, et j'ai l'adresse symbolique qui est le nom que je lui ai donné. Où est-ce qu'elle est stockée? Vous avez ici ce qu'on appelle les variables API. Si vous avez TIA-Portal en anglais, c'est PLC tags. Si je viens ici et je fais afficher toutes les variables, bouton vient d'être créé à l'adresse physique i0.0. Vous savez que moi, j'aime bien organiser les choses, planifier, et j'aime pas les surprises. Mais voilà, après, chacun programme d'une manière différente. Donc moi, je vais programmer le reste de mon code ici. Je vais par exemple dire, OK, lampe. Alors, il est gentil, vous voyez qu'il a continué tout seul toute une partie de choses. Il se dit que, puisque j'ai commencé avec des entrées, ça doit aussi être une entrée. Mais bon, lampe, vous savez que ça devrait être une sortie, a priori. Et donc, je vais dire, c'est pas I, c'est Q pour une sortie physique. Si c'était un memento, donc une variable interne, software, virtuelle, j'aurais mis M pour memento. Et boum, voilà, je viens de définir la variable. Et donc maintenant, la différence par rapport à tout à l'heure, ce que moi je préfère quand je programme, si je lui mets une bobine, il ne la connaît pas. Si je viens ici, double-clic, j'ai accès aux variables et il me propose directement les variables qui ont déjà été déclarées. Je lui dis lampe, enter, et voilà. J'ai déjà quelque chose qui existe, je suis sûr de ne pas avoir fait de bêtises. J'ai donc ici mon premier programme, tout bête, tout facile.
je vous propose de déjà le simuler, pour déjà vous montrer un petit peu, parce qu'ici c'est bien beau, comment je peux tester mon programme. Donc celui-ci, a priori, je pense que personne n'a besoin de le débugger, mais on va le faire pour l'idée. Hop, moi j'aime bien tout rassembler ici. Ça, c'est l'outil pour compiler. Donc, vous avez ici toute une série d'outils. Vous pouvez enregistrer votre projet, revenir en arrière, couper, coller, etc. Vous avez ici compiler, charger dans un automate quand vous serez dans le laboratoire et que vous voulez le faire en réel. Nous, ici, on va le simuler. Dans un premier temps, je vais le compiler pour voir qu'il n'y a pas d'erreur. Ça m'évite de perdre du temps, d'autant que, je répète, c'est un peu lent. Déjà ici, parce que TIA Portal prend beaucoup de ressources. Mais en plus, si vous le faites sur une machine virtuelle, ça va être encore plus lent. Donc, vous gagnez du temps si vous compilez plutôt que de charger et que vous vous rendez compte que ça ne va pas. Voilà, il me dit qu'il y a 0 erreur, tout va bien. Une petite remarque, il n'y a pas de niveau de protection, c'est pas grave, ça ne m'inquiète pas pour l'instant. Et je veux tester ceci. Comment je dois faire si je veux tester un bout de code en simulation? Je dois venir plusieurs possibilités. Je sélectionne l'automate. Soit je viens ici, démarrer la simulation. Moi, je préfère même encore, je trouve ça plus sûr, mais c'est complètement arbitraire. Je fais un clic droit et je fais démarrer la simulation. Comme ça, je trouve que je suis plus sûr que c'est lui que je simule. Il me dit, attention, les blocs ne peuvent pas être simulés, bazar machin, il faut activer la prise en charge. Je vous dis oui. Le démarrage va désactiver toutes les autres surfaces en ligne. Ça veut dire que si vous étiez en contact avec un vrai automate, il va le désactiver. On dit qu'on est d'accord. Et là, il m'ouvre une petite fenêtre où il fait semblant qu'il y a un automate. Alors là, il faut être un peu patient. Ça lui prend un peu de temps. Voilà. Le projet est lancé. Ouais, il tourne encore un petit peu. On va pouvoir étendre cette vue parce que là, la vue de l'automate est très très simplifiée. Voilà comment ça se présente quand il est prêt à charger un programme. Donc là, il va véritablement charger un programme dans une simulation de CPU. Donc rendez-vous compte un peu du niveau de inception que vous allez avoir si vous travaillez avec la machine virtuelle. Vous allez être dans un ordinateur simulé à l'intérieur duquel TIA Portal va simuler une CPU. C'est quand même magnifique ça. Ok. On charge. Pas d'action quand on a fini. Terminé. Soyons pas trop gourmands. Voilà. On voit qu'il n'y a plus rien qui est en train de charger nulle part. Ok, on peut y aller doucement. On va la faire tourner. Ok, la LED est passée en clignotement vert, donc il est prêt à tourner. Je vais passer à la vue un peu détaillée. Ouais, voilà, il est ici. Là aussi, il faut être un petit peu patient. Encore une fois, je fais ça de manière très simplifiée ici et très rapide. Egamerl détaille beaucoup de choses que je fais ici avec vous aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps de tout finir. Il me reste une demi-heure. Ça devrait être jouable. Si je n'ai pas de caprice logiciel, ça devrait être jouable. Parce que j'ai encore le HMI à vous montrer et les mémoires de cadence. Alors ici, on est dans PLC Sim, sauf que je n'ai encore rien chargé. Il ne s'y passe rien, c'est vide comme tout à l'heure, j'ai les roues dentées, j'ai rien du tout. Je dois démarrer un projet de simulation. Donc ici à droite, là, j'ai TIA Portal, okay, où j'ai mon code, ce que je prévois de charger dans un automate. Et ici, j'ai la simulation qui fait comme s'il y avait un automate avec le petit bouton, il est en train de tourner, etc. Je peux l'éteindre, tout ça. Je vais lancer un projet de simulation, un nouveau. Voilà, il va s'appeler projet 4. C'est le 4e que je teste sur cet ordinateur. Il le crée. C'est une artillerie lourde. Siemens. Et donc pour l'instant, je répète, je ne fais que tester ceci. Je ne fais que tester l'automate, le S7200 en pure simulation. Ce moment de suspense. Ok, donc là il semble être prêt. Le projet a été créé. Ah voilà, il semble bien. Il faut encore un petit peu attendre. On voit qu'il y a une barre de chargement. Patience sera le maître mot. J'espère que vous aimez le café ou le thé. Il vous faudra une petite boisson chaude pour patienter. Blablabla. Bla, bla, bla.
Ouais. Ok, il est connecté. À partir du moment où il vous met cette barre orange avec la petite barre blanche qui se balade, connecté à PLC, il est en train de faire comme s'il y avait un automate dans cette fenêtre ici à gauche. Et vous voyez que tout est vert, tout est bon, il est prêt à simuler. Qu'est-ce que je peux voir d'intéressant? Alors, je peux ici venir donc dans le PLC qu'il est en train de simuler. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses, je vais y venir. D'abord, je vais dans la configuration de l'appareil, c'est l'élément le plus simple pour commencer à prendre conscience de ce que fait PLC Sim. Et vous voyez qu'il a déjà accès à toutes les entrées, les fameuses entrées analogiques IW64, IW66, les entrées digitales de 0.0 à 1.5, les sorties digitales de 0.0 à 1.1. Il a accès à tout et je peux forcer les entrées, faire comme si sur un système réel, l'entrée ici, qui par exemple serait un capteur de fin de course d'un de vos vérins, faire comme s'il s'était activé et voir ce qui se passe. Vous le sentez ici, si j'active bouton, la lampe devrait s'activer. Alors, je peux le faire ici, clac. Voilà. Si je le fais, je vois qu'effectivement, il a activé la lampe. Alors, ce n'est pas hyper visuel non plus, ce qui pourrait être aussi sympa si jamais j'ai un bug, si jamais je vois que la lampe ne s'allume pas. J'aimerais voir un peu, comme vous le voyez dans code 6, la visualisation dynamique dans le code ici à droite, qui pour l'instant est complètement inerte, il ne se passe rien. Normal, je dois activer cette visualisation dynamique. Comment vous faites? Dans la barre ici au-dessus, alors là, comme je l'ai racrapoté, elle est résumée, je dois ouvrir la flèche. Vous devez aller chercher les petites lunettes. Si vous venez ici, vous voyez qu'il y a visualisation du programme dans le texte d'aide qui vient. Si vous cliquez là-dessus, tout va passer en visualisation dynamique, donc en temps réel. Cette visualisation n'est disponible que si vous vous connectez soit à PLC Sim, soit à un vrai automate. Vous ne pouvez pas y accéder avec votre code tout seul. Et donc ici, dans la visualisation de Siemens, comment ça se passe? Tant que c'est vert fluo, c'est activé, c'est à l'état haut, c'est à l'état 1. Si c'est en bleu foncé pointillé, ce n'est pas activé. Et donc pour l'instant, comme je n'ai pas appuyé sur le bouton, il ne se passe rien. Si j'appuie dessus, boum, je vois mon code qui s'active. Voilà comment je vous propose de simuler les choses avec PLC Sim, pas directement à l'intérieur. Il est possible de venir cliquer droit ici et d'activer des forçages dans le code. C'est possible, mais pour un automatisme complet avec des séquences, je vous le déconseille fortement parce que vous n'allez pas pouvoir agir partout avec des clics droits en même temps. C'est pour ça que vous aviez besoin dans Code 6 d'une visualisation pour travailler. C'est pour ça que ici, on va simuler ceci avec l'automate. Alors, il vous manque l'écran pour l'instant, on va le rajouter. On va rajouter ce HMI pour voir ce qu'on a envie de voir à l'écran. Mais vous le sentez aussi quand même. Ici, vous pouvez éventuellement à la main activer les entrées les unes après les autres. Okay, et commencer à faire comme l'automatisme tel qu'il était prévu, dire ah bah je devrais avoir ce vérin qui sort d'abord, donc tel capteur de fin de course, et puis celui-là, mais encore une fois, c'est un peu compliqué. Par exemple, vous ne pourrez pas désactiver un capteur et en activer un autre en même temps. Ça va être un petit peu compliqué. Ce que PLC Sim propose d'assez puissant et qui est encore une fois détaillé dans les vidéos de Egamerl, ce sont les séquences. Alors ça, c'est magnifique. Quand vous venez dans l'outil séquence, vous lui dites ce que vous avez envie qu'il se passe à chaque moment. Vous lui dites ici quelle action doit venir se passer. Donc ceci doit démarrer immédiatement ou démarrer s'il y a telle condition, quel est le paramètre d'action. Et ici, bon, bah, il démarre là à 0,0, il finit à 0,0 parce que je n'ai rien prévu. Je n'ai pas le temps de faire une séquence complète ici avec vous, sinon je ne pourrais pas faire le reste. Mais il y a une vidéo de Egamerl qui vous fait une séquence complète. Et c'est ça que j'attends de vous quand je dis une simulation qui fonctionne. Je veux que vous me prévoyiez ici une séquence dans PLC Sim qui simule l'ordre logique des choses et qu'est-ce qui se passe dans votre code quand vous le faites. C'est ce qu'ils ont fait l'année passée, et pour vous dire, l'année passée, ils ont même fait un enregistrement vidéo de leur simulation avec leur code en temps réel à côté, et c'est sur base de ça qu'ils avaient été évalués. Voilà donc pour l'outil PLC Sim, qui fait comme s'il y avait un automate. On a ceci, visualisation dynamique. Pour moi ici, on est bon. Je vais quitter et rajouter un HMI. Parce que je vous ai dit ici, ok, ça, on pourrait dire par exemple que c'est le bouton d'arrêt d'urgence. Bon, le fonctionnement n'est absolument pas logique pour le cas d'un bouton d'arrêt d'urgence, mais j'ai un bouton physique et je vous impose, pour la plupart de vos boutons, à part celui d'urgence, de travailler avec des boutons virtuels qui seront sur l'écran HMI. Et donc, je vais vous montrer comment rajouter ce bouton et comment cet HMI, ce bouton, et comment travailler avec le tout ensemble. On va quitter PLC Sim. Je vais enregistrer ce qui s'est passé ici. Voilà, il n'est pas content, bouton rouge, parce qu'il ne trouve plus son automate et que j'étais en visualisation en ligne. Donc j'interromps la liaison ici en ligne. Hop. Et voilà, je peux à nouveau modifier un petit peu ici. Donc, puisque je veux rajouter un HMI, je dois à nouveau ajouter un appareil.
Je viens ici. Alors, je vous l'ai dit, le HMI, c'est le petit écran ici sur lequel je vais rajouter tous les boutons dont j'estime avoir besoin. Start, stop, manuel, préparation, initialisation, tout ce que vous voulez, acquittement de défaut, tout ça. Et cet HMI ici est un Basic 700. C'est un KTP Basic, c'est pas un portrait. Portrait, ça veut dire vertical, il est à l'horizontale. Alors ici, faites bien attention. Vous pourriez avoir un problème si vous choisissez le mauvais protocole de communication. Si vous prenez un DP, vous allez apprendre un Profibus DP. Or, mon automate n'est pas prévu pour ce protocole de communication, il est prévu pour un Profinet. Détail que vous verrez encore de communication avec mes collègues. Donc ici, ne prenez pas le DP, c'est un PN pour Profinet. Sinon, vous allez tout simplement remarquer qu'il n'y a pas de communication entre votre HMI et votre automate, même dans la simulation. Je l'ajoute, et là pareil, ici je vais avoir tout un assistant de démarrage du HMI. S'il veut bien. Voilà. Alors ici, soit vous ne le faites pas tout de suite, et vous devrez le faire après dans les réseaux, mais il y a un assistant ici qui vous permet de directement configurer vos connexions réseau. Je vous conseille vraiment de l'utiliser. Donc ici, il vous demande, tiens, à quel automate sera connecté votre HMI? Parcourir, et si vous venez ici, il vous propose directement le seul PLC qu'il y a dans le projet. Je lui dis oui. Et il propose déjà une connexion Profinet ici entre les deux. Vous allez voir ici que dans les appareils et réseaux, l'HMI va apparaître et il sera directement connecté. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Il faudra simplement les relier par un clic entre eux, mais puisqu'il le propose, on va le faire. Il propose ici tout un tas d'options. Je vous laisserai regarder ça en détail. Moi, je les laisse toutes pour l'instant, par défaut. On termine. Il va nous le rajouter dans les appareils. Et voilà. Donc ici, en plus du PLC, nous avons un écran, un Human Machine Interface supplémentaire. Quand j'ouvre ici ceci, j'ai de nouveau accès à plusieurs choses. Je n'ai pas accès à des programmes, j'ai accès à des vues, à des écrans ici. Okay, j'ai plusieurs vues qui peuvent défiler éventuellement, plusieurs menus. A priori, je pense que chez vous, une suffit, mais certains m'en ont déjà utilisé plusieurs. Il y a vraiment moyen de faire plein de choses. C'est très libre, c'est très souple. Il y a ces variables à lui. Et puisqu'ils sont connectés, je vais avoir accès aux variables de l'automate également. Quand je viens dans Appareil et réseau, je vois ici que, ah tiens, le HMI a été créé et une liaison PN a directement été configurée parce que je lui ai demandé dès le départ. Si vous aviez pris un DP, Profibus DP, il n'aurait pas su faire la connexion tout simplement. Ce n'est pas le bon protocole, ce n'est pas le bon média. Donc ici, on vient ici, il n'y a pas grand-chose d'autre que je dois voir ici dans cette introduction avec vous. Je viens dans les vues, et il a une première vue, je peux en rajouter, mais il a une première vue qu'il appelle la vue racine, c'est la vue de base. Et ici, vous voyez en gros, ceci quoi. Ça ressemble à ce que vous voyez sur cet écran. Vous allez voir que ça ressemble exactement à ceci. Je vais virer ici le texte d'intro, delete, dont je n'ai pas besoin. Et je vais rajouter un bouton, comme ceux que vous allez devoir rajouter pour activer tous les modes dont vous pourriez avoir envie. Donc ici j'ai des formes, mais j'ai un objet ici qui s'appelle directement bouton. Je le rajoute. Et c'est comme dans Code 6, hein, c'est des éléments graphiques. Vous faites ici ce que vous voulez. Vos talents artistiques seront appréciés mais pas jugés, pas critiqués. Donc ici voilà, je vais par exemple en faire un bouton stop, hein, donc, qui va interrompre la ligne ladder que j'avais tout à l'heure. Donc comme c'est un stop, je vais le mettre en rouge. Hop, ouais, on a même un petit dégradé, c'est joli. On va faire ça un peu kitsch. Hop. Et voilà mon petit bouton. Touche pas à... Ah zut, c'est dit majuscule. Ah ça, petit... Les vrais savent pourquoi. Hop. Et du coup ici, je vais devoir lier ce bouton à une variable. C'est bien beau de l'avoir mis, mais pour l'instant, j'ai mis aucune variable là-dessus. Alors je vais le mettre ici dans mon code. Moi, je vais commencer comme ceci. Je vais rajouter dans mes variables API une variable, c'est un memento. C'est ça que vous devez vous mettre en tête. Tout ce que vous allez mettre sur l'écran est purement virtuel. Ce n'est pas sur une entrée physique I ou une sortie physique Q de l'automate. C'est une variable memento à l'intérieur des codes. Elle transite entre le HMI et le PLC, mais ça reste du pur virtuel, du pur informatique. Et donc, je vais appeler ça bouton stop HMI.
Voilà, lui, bah, très gentiment, il a proposé de continuer et de l'appeler Q02. C'est bien essayé, mais c'est pas ça que je voulais. C'est un memento. On va dire que c'est le memento 0.1. On pourrait dire 0.1 ou laisser 0.2, ça n'a pas d'importance. Je reviens dans le programme. Je rajoute ici un normalement fermé. Et donc, quand j'appuie sur le bouton du HMI, ça devrait interrompre l'allumage de la lampe. Et donc ici, pareil, puisque je l'ai déjà créé, je peux aller la chercher. Hop, ce memento-là va interrompre l'allumage de la lampe. Okay, donc j'ai prévu dans l'automate tout ce qu'il y avait à prévoir. Je retourne maintenant dans mon HMI, donc j'ai ici l'onglet Vue Racine qui était ouvert tout à l'heure. Je dois maintenant lier ce bouton à la variable bouton stop HMI. Alors vous avez plusieurs éléments, tout ce qui est dans propriété, c'est du pur design, c'est du pur esthétique, c'est joli, on peut s'amuser. On peut animer des objets, quand vous voulez par exemple allumer une lampe, changer sa couleur, faire apparaître un bouton d'acquittement de défaut, tout ce genre de choses. Mais ici, moi, ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est un événement. Je veux que quand je clique sur le bouton, touche pas à ça, petit blablabla, il se passe quelque chose. Et Siemens, ici, c'est là que c'est quand même une tuerie. Il faut s'y retrouver. Ce logiciel TIA Portal est à la fois une merveille et à la fois un cauchemar parce que tout a été prévu et rassemblé dedans. Donc il y a un tas d'options, on sait tout faire, mais il faut tout retrouver. C'est ça qui est difficile au début. Je peux choisir qu'il se passe quelque chose quand je clique. Donc un clic, c'est instantané. Je peux choisir qu'il se passe quelque chose quand je presse, tant que je reste appuyé. Quand je relâche un bouton, activer des fonctions, désactiver, modifier, etc. Ici, moi, ce que je vais essayer, c'est que tant que je reste appuyé dessus, bah, ça va changer la variable de bouton HMI, ça va le mettre à 1. Donc, je vais donc rajouter une fonction ici. Je viens dans la petite flèche et j'ai accès à, encore une fois, toutes les options que Siemens a pu imaginer. Il y en a beaucoup, il faut s'y habituer, il faut les parcourir un petit peu, jouer avec, faire des essais-erreurs ici. Ce que moi je veux ici, c'est que tant que j'appuie dessus, ça met à 1 la variable bouton stop HMI. Du coup, je viens dans traitement de bits, puisque c'est une variable booléenne, et ce que je veux, je sais que c'est ici, c'est mise à 1 tant que la touche est enfoncée. Si vous l'avez en anglais, c'est set while key pressed, ou quelque chose comme ça. Maintenant que j'ai dit l'action, l'événement que je voulais, il faut encore que je dise sur quel élément je le veux. Et je le veux sur bouton stop HMI. Donc je viens le chercher dans 3 petits points. Soit vous l'écrivez directement si vous êtes sûr de vous, soit vous venez le rechercher. Pour l'instant, elle n'est pas dans les variables du HMI, mais je l'avais déclaré dans les variables de l'automate, et comme il y a une liaison entre les deux, il va réussir à le faire. Donc bouton stop HMI, le memento 01, je dis oui, il l'a rajouté, et il va jouer sur le bit 0. Il n'y en a qu'un, c'est un booléen. Donc si c'était un byte, il aurait eu la possibilité de jouer sur plusieurs bits du byte. Mais ici, il n'y en a qu'un, c'est un booléen. Donc très facile. Et normalement, si je viens maintenant et que tout s'est passé comme prévu, dans les variables HMI, je vais retrouver bouton stop HMI. Vous voyez qu'il y a une conversion dans la table de variables de l'automate, du HMI. Il le retrouve ici à la fois via une connexion, mais il sait aussi que c'est disponible sur l'HMI. Vous pouvez commencer à changer les noms. Soyez prudent quand vous le faites. Si vous voulez faire ça, regardez des vidéos tuto avant. Pour l'instant, on va en rester là parce que je veux vous faire une introduction relativement simple. Mais soyez prudent si vous commencez à jouer avec les noms. Un autre élément auquel il faut faire attention, suivant ce que vous allez appliquer dans vos simulations, dans vos tests, dans votre cahier de charge que vous aurez envie de faire, faites bien attention que le HMI n'a pas un processus d'échange rapide avec l'automate. De base, il vous propose un cycle d'acquisition toutes les secondes. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose de très rapide, avec un set à un moment donné, un flanc montant ou quelque chose comme ça, sur une seconde, vous ne le verrez pas sur votre HMI. Si vous voulez aller plus vite, il va falloir lui demander, bien sûr, ça va vous demander plus de ressources. Il peut descendre jusqu'à 100 millisecondes. Il peut aussi prendre plus de temps. C'est rarement souhaité, ça dépend de ce que vous voulez afficher. On va laisser pour l'instant une seconde, ça suffit largement pour ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Du coup, si on résume un peu ce que je viens de faire, je viens de rajouter un bouton sur le HMI, je l'ai lié à la variable, et cette variable intervient dans mon code, ici, et devrait interrompre l'allumage de la lampe. Donc ici, a priori, tout va bien. Je dois recompiler les deux, parce que j'ai changé le code et j'ai rajouté un HMI, donc je dois compiler les deux, voir qu'il n'y a pas d'erreur. Ok, 0 erreur dans le PLC. Compiler le HMI. 0 erreur dans le HMI, la vie est décidément très très belle. Et c'est parti, on va relancer une simulation, sauf que cette fois-ci, on va simuler deux choses. Et on va avoir 3 fenêtres ouvertes, donc il faut être prêt et un peu organisé. On va voir TIA Portal d'un côté avec le code en visualisation dynamique.
On va voir PLC Sim de l'autre côté où on voit l'automate simulé, et on va voir WinCC de l'autre côté qui simule l'écran dans une fenêtre. Et une fois qu'on aura simulé tout ça, vous pourrez le faire sur le système réel au laboratoire. Je vais commencer comme tout à l'heure par PLC Sim. Et il va y avoir ici plusieurs étapes d'attente. Hop, donc j'ai une fenêtre ici qui vient d'apparaître là. Alors, ce qui est particulier, c'est que comme j'ai déjà démarré une fois PLC Sim que je l'ai interrompu, en interne, il a créé une connexion réseau à PLC Sim. Donc, je dois ici lui dire d'aller le rechercher. PNIE, c'est une liaison Profinet, PLC Sim, il la simule, lancer la recherche. Il lui a donné cette adresse IP ici, très classique, hein, 192.168.0.1. Voilà, une CPU partagée avec l'ordinateur, je charge dans le PLC Sim qu'il avait déjà fait tourner auparavant. Charger le programme. Terminé. Tant que vous ne voyez pas du rouge ici, a priori, tout se passe plus ou moins bien. Ok, je pense que je peux y aller. Procédure terminée. Je ne vois plus de barre qui tourne ici. On va faire tourner la CPU. Ok, je vais l'ouvrir. Ok. Tout à l'heure, j'avais quand même dû le laisser un petit peu faire. Ouais, ça a l'air d'aller. On va lancer un nouveau projet. Lancez un nouveau projet quand vous avez modifié votre code, parce que sinon il va essayer de faire matcher ça avec une version précédente du code et ça ne va pas aller. Je ne sais pas si vous entendez mon ordinateur, mais son ventilateur est en train de s'emballer. On l'entend maintenant, quand vous parlez. Ah, franchement, chapeau. Ce petit Dell 13 pouces qui fait tourner TIA Portal, ça m'épate quand même. Ok. Ouais, ça vient, ça charge ici en dessous. Ok. Compilation, voilà, on a la petite barre orange, il est connecté. Du coup, on est reparti, sauf que cette fois-ci, en plus, j'aimerais voir le HMI. Donc, en plus de ça, je vais sélectionner HMI, de nouveau clic droit, et je peux lui aussi le simuler. Et là, on va voir une fenêtre WinCC qui va apparaître. Donc, il reprend le logiciel de programmation des écrans dans TIA Portal. Ici, il est en train de compiler. Ah, il est apparu sur l'autre écran. Voilà donc l'écran simulé. Ça ressemble très fortement à ce que vous allez obtenir sur votre écran. Vous voyez que comme j'ai laissé toutes les options de base, il affiche aussi le nom de la vue, la date, les heures. Tout ça, il y a moyen de changer. Les petites maisons pour revenir au menu, etc. Le fait d'éteindre. Tout ça, vous pouvez customiser à l'envie. Et a priori, si je clique là-dessus, eh bien, je vais interrompre la lampe. Donc, c'est ce que je vais essayer de vérifier.
est-ce que j'essaie de rendre ça, voilà, un peu plus petit par ici. On va essayer d'organiser un petit peu tout ça pour voir tout ce qu'il faut voir. Ouais, d'abord, je viens ici. Tac, 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 tac. Configuration de l'appareil pour voir les entrées-sorties. Hop, ici, je voudrais voir le code. Pom, pom, pom. Il ne l'a. Je ne suis pas au bon endroit. Oh. Configuration. Ah voilà, il ne l'avait pas chargé. Ok. Hop, on prend WinC ici, RT, on va dans la fenêtre, WinC, RT, et ici, ouais, voilà, comme ça, j'aurai tout ce que je veux. Je vois ici les connexions physiques de l'automate que je simule dans PLC Sim ici en haut à droite. Je vois TIA Portal ici à gauche et je vois la vue. Et vous avez ici, c'est un peu impressionnant, c'est vrai que je vous largue un petit peu directement dans tout ceci, mais je sais que de toute façon, vous êtes amené à faire un peu vos armes par l'intuition et par l'essai-erreur dans ces projets. Et j'espère ici vous avoir donné une vue de vers où il était possible d'aller et de s'organiser, pour que vous ayez les outils en tête. Alors maintenant, c'est parti. Ce que je voudrais voir, évidemment, c'est la visualisation dynamique du code pour voir ce qui s'active ou pas en temps réel. Donc je viens ici prendre les petites lunettes. Voilà. Donc mon contact normalement fermé, tant que je ne l'ai pas activé, il laissera passer. Donc si j'appuie sur le bouton ici, ah zut, j'ai appuyé 2 fois, voilà. La lampe s'allume, donc si je viens ici, bah voilà, je vois que la lampe s'allume. Je ne l'ai pas affiché sur l'écran, mais je pourrais, hein, et l'animer. Si je clique ici sur le bouton, j'interromps la lampe grâce à une variable purement virtuelle à laquelle j'ai accès grâce à l'écran de manière tactile. Donc ça, c'est vraiment un bouton qui sera tactile et sur lequel on pourra jouer. Donc clac, quand je joue ici, je viens interrompre en jouant sur le bouton stop via le memento. Donc c'est de cette manière que vous devez prévoir de jouer avec vos boutons, tous les boutons que vous auriez envie de rajouter. Mais vous avez ici du coup tous les boutons auxquels vous voudriez avoir accès. Il faut vous dire que le pupitre opérateur auquel vous aviez accès dans Code 6, qui vous était imposé, ici, bah, vous avez l'arrêt d'urgence qui est imposé à part, câblé, sur une certaine borne que vous ne pourrez pas choisir d'ailleurs. Vous avez les entrées des capteurs de fin de course des différents vérins. Et pour le reste, tous les boutons seront entièrement virtuels et entièrement suivant votre choix ici sur l'écran. Clac. Voilà un petit peu pour l'interaction de l'écran, de l'automate, la simulation qu'il est possible de faire. Vous voyez qu'ici, on a fait tout ça alors que je ne suis même pas sur le système réel. Je simule tout ça chez moi à la maison, pépère, sur un petit ordinateur 13 pouces. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? J'ai encore 7 minutes pour essayer de vous montrer les bits de cadence. Je ne vais pas les ajouter au code parce que ça va prendre un peu de temps, mais je crois que vous allez comprendre le principe. Donc, je vais ici quitter tout ceci. Et là, ça commence à faire, à mon avis, beaucoup d'informations pour vous. Enregistrer, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Alors les bits de cadence, c'est quelque chose de très pratique que je vous montre. C'est pas un must, c'est pas, vous n'allez pas d'office passer par là, mais c'est quand même quelque chose de pratique qui à un moment donné peut vous aider, surtout si via votre signalisation vous voulez faire clignoter des trucs. Je reviens dans configuration des appareils. Ah tiens, attends, ouais ça va, c'est bon, ok. Je viens dans général. Ah zut. Clic droit, propriété. Voilà. Je suis dans les propriétés ici de l'automate, du S7200, et je vous avais dit ici, tiens, il y a des memento système et des memento de cadence. Eh bien ici, le memento système, je pense que vous n'en aurez pas besoin. Les memento de cadence, c'est super pratique. Il vous met à disposition tous des signaux horloge de fréquences relativement classiques. Donc vous deviez utiliser des blinks dans Code 6 pour faire clignoter quelque chose et prendre la moitié de la période pour avoir le haut, le bas, etc., suivant les fréquences qu'on demandait. Ben ici, si vous voulez faire une signalisation à 0,5 Hz, 1 Hz, etc., ben il suffit de vous dire j'active l'octet de memento cadence. Ah, s'il veut bien. C'est moi qui suis impatient, à mon avis. Ah non, il est encore en ligne. Donc ici, attention, vous ne pouvez pas modifier en temps réel s'il est encore en ligne, donc c'est ma faute. J'interromps la liaison avec cet automate-là. Ouais. Voilà. La liaison est interrompue. Clac. Maintenant, il veut bien faire une modif. Et il a activé tous ces mementos-ci et le byte qui contient ces 8 mementos. Donc on a de 00 à 07, donc on a bien 8 clocks différents qui vont de 0,5 Hz à 10 Hz. Toutes ces cadences-là qui sont à votre disposition. Et ce qu'il va suffire de faire, là où c'est pas impossible d'utiliser un blink, mais c'est encore plus simple d'utiliser la clock puisque c'est cadencé directement sur la CPU de l'automate.
Si je viens ici dans les variables, il les a ajoutées de lui-même. Ça veut dire qu'ici, mettons que je veuille faire clignoter en plus ma lampe, je n'ai qu'à ajouter ici il l'a mis en jaune parce qu'il est en liaison externe avec le HMI, hein, c'est normal. Et si ici j'ai envie de faire clignoter cette lampe, eh bien je viens dire, oh, tiens, j'ai envie qu'elle clignote à 1 Hz. J'ai envie qu'elle clignote à 2 Hz, pas grave, je viens et je sélectionne un autre memento. Et vous voyez qu'il est venu reprendre le memento 0,5 ici, qui était ici dedans. Ah non, je vous dis des bêtises. Il a mis jaune parce que j'ai utilisé du coup 2 fois le même memento. Vous voyez, ça c'est le genre d'erreur qu'on peut avoir sur ce genre de logiciel. J'avais alloué cette mémoire pour celui-ci, mais comme les mementos sont pris par les clocks, je dois ici lui donner un autre numéro. Donc je peux par exemple dire que c'est le memento 1.1. Et voilà, là l'erreur disparaît. Et là il n'est plus en jaune, donc tout va bien. Je pourrais le resimuler, mais il ne reste que 3 minutes et vous voyez très bien ce que ça va donner. Ici, c'est un memento interne. Il va clignoter. Cette variable clignote toute seule. Du coup, c'est très facile à utiliser. Et c'est une bonne petite aide pour les clignotements, les signalisations, etc. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé, pas trop tué. Si jamais, je répète que donc vous avez ces 3 enregistrements et je pense que le dernier est le plus dense et le plus compact en informations que vous pourriez avoir envie de venir rechercher. Tout ce que j'ai dit ici se retrouve dans les vidéos de Egghammer de façon plus détaillée et donc plus ciblée sur chaque sujet à la fois. Vous avez aussi tout ça par écrit dans le PowerPoint, dans la formation TIA Portal, dans la documentation S7200. Donc à partir de maintenant, la balle est plus ou moins dans votre camp. Comment ça va se passer? Donc, petit rappel. Tac, 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 tac. Ouais, ici. On arrive à la fin de la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté vos modalités de travail. Je vous ai présenté les processus sur lesquels vous allez travailler pour le projet simple et pour le projet bonus. Je vous ai présenté TIA Portal, montré que vous pouviez le télécharger avec une machine virtuelle ou que vous pouvez venir prendre la machine virtuelle au laboratoire si vous voulez travailler en plus des séances et être plus à l'aise avec la manipulation du logiciel. À partir de jeudi, séance numéro 2, vous travaillez sur vos projets et on reprend un mode où je suis là à votre disposition à répondre à vos questions plutôt que de parler de manière interminable pendant des heures et des heures. Donc, vous allez devoir me proposer une analyse fonctionnelle, comment fonctionne votre automatisme, quels sont les modes que vous prévoyez, votre cahier de charge, vous le construisez, les graph sets niveau 1 et GEMA, et vous me proposez un planning de travail. Et attention, il ne faut pas me les proposer pour jeudi, je vous propose d'y travailler jeudi, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions à ce moment-là. Il faut me remettre le résultat de cette réflexion-ci avant la séance 3 ou quand vous débarquez à la séance 3 éventuellement, mais ce que je voudrais que vous évitiez, c'est d'y travailler pendant la séance 3. Si vous faites ça, bah, vous avez perdu quelque chose déjà de 1, et de 2, bah, je vais compter que vous avez raté une échéance. Voilà, j'espère que ce projet va vous plaire, qu'on va bien s'amuser, que le travail va être utile. Est-ce que vous avez des questions? Non. Monsieur, Oui. donc le S7 1200, nous on va l'utiliser uniquement pour le déplacement de charge dans le montage que vous nous avez montré là au début. C'est ça, pour le projet de base. Et si vous attaquez le projet bonus, pour la maquette du projet bonus qui est plus complexe. Et c'est toujours c'est le même automate, hein. Vous avez tous le même automate, ouais. Peu importe projet simple ou bonus, on n'a que des 7200 au laboratoire. Ok. Ok, merci. Ça roule. J'ai juste arrêté l'enregistrement, mais je reste encore là si jamais vous avez des questions. Peut-être que pour l'instant, c'est un